La Ligue, sa mission principale, c'est de gérer et d'organiser les compétitions professionnelles. Donc on met toutes les chances du côté de l'équipe de France pour qu'elle puisse performer. Ce que j'aimerais beaucoup mettre en place, c'est la blockchain privée du rugby. Le jeu te permet d'éduquer les gens, te permet de tout faire. Si tu voyais la joie des gagnants quand ils découvrent la pelouse du Stade de France, c'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Fast Story, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour Jules, très bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi de venir et de faire partie de ce podcast, ça fait très plaisir, je suis content de te recevoir et merci de faire le déplacement. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation de ton côté, nous dire un petit peu ta place au niveau de la Ligue nationale de rugby et peut-être un petit peu quelques expériences que tu as pu faire avant. Oui, pas de problème. Donc, si tu veux, mon parcours, il a toujours été axé très sport business. J'ai commencé, ça remonte maintenant, je crois que c'était aux alentours de 2006 où je travaillais pour Sportingbet, qui était un acteur majeur du pari sportif en ligne. À l'époque, on travaillait en Angleterre puisque le marché français n'était pas encore ouvert. Je crois que c'est ouvert en 2010, 4 ans après. Et c'est là où j'ai fait toutes mes armes, j'ai découvert tout le marketing digital, l'acquisition, la fidélisation, etc. C'était une expérience incroyable parce que il fallait vraiment travailler en réfléchissant. Les Anglais disent beaucoup think outside the box, et c'est exactement ça, puisqu'on était sur un marché qui n'était pas légal, mais on pouvait quand même y opérer et faire des activations en ligne. Donc ça a été une formidable aventure de 4 ans. Ensuite, je suis parti de Sportingbet. Pourquoi ? Parce que je voulais voir l'évolution l'ouverture d'un marché sur mon territoire en France. Sportingbet, lui, il avait décidé de ne pas solliciter de licence. Donc, je suis parti chez Sporever, qui était un éditeur des sites, des galaxies de sites, Football 365, Ruby 365, etc. Et ils avaient une idée, c'était de se dire, on a une audience qui est très importante. On va aller créer en marque blanche une marque de paris sportif et puis on va faire de l'acquisition organique comme ça. Alors pour le coup, on a testé le pari, c'était avec justement la marque Paris 365 pendant 2 ans. Pour diverses raisons, ça n'a pas fonctionné. Je suis ensuite parti du coup au PMU. Alors même si ça reste une entreprise de gambling, j'étais plutôt du côté contenu sur la partie Pôle TV multimédia, donc chez Equidia, les chaînes de télévision qui diffusent les courses hippiques, qui diffusaient à l'époque les sports équestres et le cheval en général. Et là, mon rôle a été de piloter toute la stratégie digitale pour essayer d'embarquer un maximum de nouvelles personnes vers les courses hippiques, pour développer la chaîne de télévision associée aux sports équestres. Et j'y suis resté 7 ans, ça a été idem, une expérience incroyable puisqu'on était un petit peu le laboratoire du PMU, donc on pouvait tester un maximum de choses. Okay. Travailler, on était déjà des précurseurs sur la data à l'époque, puisqu'on travaillait beaucoup la data justement pour voir ce que consommaient les uns et les autres et à quel moment on pouvait les balancer sur les offres du PMU. Donc c'était une expérience assez incroyable. Et puis quand j'ai voulu partir, c'était maintenant il y a 4 ans, j'ai décidé de rejoindre la Ligue nationale de rugby, où j'y suis encore, avec pour ambition du coup de piloter idem toute la strate digital à l'aube d'une Coupe du Monde qui va se jouer là dans quelques mois, quelques semaines en France. Très bien, très clair, un beau parcours. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu cette appétence un petit peu pour le côté sport business ? Est-ce que c'est parce que déjà personnellement tu es assez fan de sport ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Qu'est-ce qui t'a fait Alors en fait, c'est quand j'étais en école de commerce et qu'il fallait commencer à chercher des expériences, des stages, etc. Moi, il y a quelque chose qui me motive pour me réveiller le matin, pour aller au travail, pour donner le meilleur de moi-même, pour être créatif, c'est la passion. Et en effet, je suis un passionné de sport, de foot, de tennis. Et donc mes stages à l'époque, je les orientais systématiquement. J'ai travaillé dans un club de première ligue en Angleterre. J'ai travaillé chez IMG sur toute la partie droit télé. Donc
je me suis créé comme ça un premier réseau, et puis après c'était tout naturel que je continue dans cette voie. Et quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre un site de paris en ligne qui traite l'ensemble des sports, c'était incroyable, quoi. Donc voilà, je voulais associer vraiment ma passion pour le sport avec voilà ce côté professionnel, marketing. Et puis après en 2006, c'était vraiment le début du digital. Enfin, pas le début, mais c'était on commençait à développer un certain nombre de nouveaux métiers, et ça m'a attiré tout de suite, quoi. D'accord, très bien. Et super intéressant. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de ce qu'est la fan experience, ou en tout cas ce que pour toi représente la fan experience? Si tu veux, pour moi, la fan experience, ou peut-être pas forcément que d'un point de vue sport, mais c'est la capacité d'une marque à pouvoir fédérer et immerger tout de suite le consommateur dans son univers. Pour être très concret, si je te prends un truc qui a rien à voir avec le sport, je vais te prendre par exemple la location de voiture. Moi, jusqu'à présent, la location de voiture, qu'est-ce que je faisais? Je vais aller sur le marketplace, et puis je payais un prestataire A qui mettait en relation avec un prestataire B qui peut-être lui-même sous-traitait un prestataire C. Puis depuis quelques temps, maintenant, moi, mes voitures, je les loue chez un seul opérateur. C'est peut-être plus cher, mais à la rigueur, peu importe. Mais si tu compares le service que tu as avant, que tu as pendant, que tu as après, c'est le jour et la nuit. Et maintenant, mon premier réflexe, c'est plutôt d'aller vers cet opérateur et de louer mes voitures. Alors pourquoi? On va me dire, enfin, c'est pas le prix finalement qui va guider mon choix, mais c'est tout ce qu'ils ont réussi à créer, comment ils ont réussi à me fidéliser autour de leur marque, autour de leur service, autour de leur fonctionnalité, etc. Et pour moi, c'est ça la fan experience, c'est cette capacité, voilà, à offrir un service tel qu'à la fin tu regardes peut-être moins le prix que ce que tu pouvais faire avant, quoi. Ouais, exactement, c'est très intéressant et c'est très vrai, hein. Je pense que chez Fastory, c'est un petit peu ce qu'on essaye de véhiculer comme message aussi. On est très axé sur cette expérience fan et c'est une très bonne définition, hein. Je pense que ça représente ça, le avant, pendant, après. Et c'est vrai que ça peut être utilisé sur beaucoup d'autres domaines que le sport, hein. C'est pas réservé au sport du tout. Pour revenir par contre au sport et pour revenir à la LNR, donc à la Ligue, est-ce que tu pourrais juste rapidement nous dire un petit peu quel est le rôle de la Ligue au sein de l'écosystème rugby, parce que c'est assez particulier. Par exemple, même est-ce que tu pourrais nous différencier avec la fédération de rugby, par exemple? Alors, si tu veux, la Ligue, sa mission principale, avant tout, c'est de gérer et d'organiser les compétitions professionnelles, que ce soit le Top 14, qui est la première division, la Pro D2, qui est la deuxième division, ou l'Inextenso Super 7, qui est la compétition professionnelle de rugby à 7. Donc ça, c'est sa mission première. Ensuite, elle doit également faire la promotion de ce sport. Justement, le digital a changé beaucoup de choses à la Ligue de rugby, puisque maintenant c'est un vecteur assez incroyable pour aller chercher des nouveaux publics, aller fidéliser le public existant. Et puis tu as une troisième mission qui est le développement des revenus des droits médias. Donc aujourd'hui, on a un contrat à long terme avec Canal+, et voilà, demain l'idée c'est de continuer à bien vendre nos droits, que ce soit sur le marché domestique ou que ce soit à l'international. La fédération, elle, va s'occuper principalement du rugby amateur et des équipes nationales. D'accord, ok, très clair. Et donc là, pour parler un petit peu du temps fort du moment, la Coupe du Monde de rugby 2023 qui arrive en octobre prochain. Avant, il y a la finale du Top 14. Alors, il y a la finale du Top 14, c'est vrai, excuse-moi. Excuse-moi. Donc, finale du Top 14 et en second temps, en septembre, la Coupe du Monde 2023 en France, ce qui n'était pas arrivé depuis 2007, donc un grand événement, j'imagine. Vous, ce que tu m'expliquais, c'est que voilà, vous n'êtes pas forcément organisateur de cette Coupe du Monde, mais alors au contraire, quelle est votre place dans cette compétition? Quels sont vos enjeux pour vous? Je vais te donner un exemple très clair. Nous, on est là aujourd'hui pour aider au maximum l'équipe de France à bien performer dans cette compétition qui se passe sur notre sol. Donc, on a tout intérêt à que tout se passe très bien. On en reviendra après, mais nous, on a des enjeux marketing derrière ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour la première fois? Le temps de la Coupe du Monde, le championnat, le Top 14 va s'arrêter. Jusqu'à présent, les calendriers étaient mélangés et la dernière Coupe du Monde au Japon, il y avait des matchs de Coupe du Monde et il y avait des matchs de Top 14. Là, on stoppe tout. Seule la Pro D2 jouera. Donc, on met toutes les chances du côté de l'équipe de France pour qu'elle puisse performer. Donc, voilà, on travaille main dans la main. De toute façon, la fédération, elle fait partie du comité directeur de la Ligue. Voilà, on veut vraiment que cet événement soit une fête et que ce soit un succès total. Et on croise les doigts, mais il y a un tel momentum autour du rugby aujourd'hui.
que ce soit avec les performances de l'équipe de France, que ce soit avec les performances des clubs français. On a deux clubs français qui ont gagné la Coupe d'Europe le week-end dernier. Donc c'est voilà, tous les voyants sont au vert et à nous de faire maintenant le travail derrière pour continuer à capter finalement cette audience qui va s'intéresser au rugby pendant 2 mois, peut-être une audience éphémère. À nous de tout mettre en place justement pour aller leur permettre de continuer à suivre les joueurs qui verront avec le maillot tricolore dans les clubs de top 14, puisque si je te prends un exemple, il y a 4 ans, on avait plus de 100 joueurs du top 14 et de la Pro D2 qui jouaient dans des équipes nationales de Coupe du Monde. Donc on est un vivier extrêmement fort de cette Coupe du Monde. Donc voilà, à nous de faire le lien finalement entre ce qui va se passer pendant 2 mois et ce qui se passe en fil rouge sur nos championnats. D'accord, ok. Et donc pendant toute cette période-là, j'imagine que parce qu'on a en partie les fans de rugby qui eux sont assez faciles à engager, on va dire, parce que de toute manière ils aiment ce sport, et une Coupe du Monde en France, voilà, on reste assez chauvin au niveau du sport, donc je pense que ils seront présents. Mais par contre, est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place peut-être plus pour éduquer certains fans ou futurs fans qui ne connaissent pas encore le rugby ou peu le rugby? Typiquement moi, je connais beaucoup moins ce sport que le football ou le tennis par exemple, et donc je sais que voilà, une compétition de rugby en France, je vais vouloir la regarder. Mais est-ce qu'il y aura des choses qui vont être mises en place pour m'aider à mieux suivre, à mieux comprendre? Mais c'est un très bon point. C'est en effet nous un enjeu majeur là-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est comment on va essayer de capter cette nouvelle audience, comment on va essayer de la fidéliser. Donc on va développer tout un tas de nouveaux contenus. Il y a 4 ans, on avait fait une web série autour du Japon pour parler un petit peu de la culture, mettre un petit peu de rugby dedans, etc. Et cette année, on a aussi pas mal de projets dans ce sens-là. On a aussi on va beaucoup utiliser la vidéo pour, comme je disais tout à l'heure, faire le lien entre les performances d'un joueur à un moment donné avec l'équipe nationale et ce qu'il a été capable de faire dans le championnat. Et puis on a tout mis en œuvre pour lancer aussi nos nouveaux supports digitaux. On va avoir un site flambant neuf qui va sortir juste après la finale du top 14, donc la semaine du 19 juin, et qui va parler un petit peu aussi de la Coupe du Monde, toujours avec le prisme du top 14 ou de la Pro D2. Donc c'est un enjeu très important. Ouais. D'accord, ouais, donc beaucoup de choses qui sont mises en place quand même pour des personnes qui de base n'étaient pas forcément fans, ou en tout cas pour vraiment communiquer un maximum sur cet événement. Et beaucoup de ça va se jouer sur les contenus, va se jouer sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on a une stratégie aujourd'hui qui est bien sûr, on s'adresse aux fans de rugby, mais pas que. Donc, on essaie d'élargir un maximum avec des contenus hors sportifs, avec des belles histoires, etc. Et on va proposer ça sur les réseaux sociaux. On va aussi rassembler ça sur notre site, créer des espaces avec ce qu'on appelle nous les nouveaux contenus pour ces nouvelles audiences. Et puis on va essayer de convertir et de fidéliser ces gens, et qui s'intéressent une bonne fois pour toutes au rugby, qui reviennent chez nous, quoi. Ok, très bien. Et justement, pour rebondir là-dessus, j'ai vu que voilà, l'expérience fan, c'est quand même un de vos gros piliers, c'est quelque chose qui est au cœur de vos actions. On s'en rend très vite compte. L'exemple que j'ai en tête qui est le plus parlant pour moi, c'est MyRugby. J'ai vu que, je considère un peu comme un hub de fidélisation. Alors, tu vas en parler mieux que moi, mais j'ai vu que vous avez, je vais pas dire de bêtises, mais plus de 300 000 adhérents. 360, ouais. 360 000. Donc déjà, félicitations pour ça. Hein, c'est un beau chiffre. Ça fait que 3 ans que ça existe. Un peu plus, 4 ans, mais c'est... Okay. Bon, c'est quand même un beau score en tout cas. Oui, on en est très content en tout cas. C'est un très beau score. Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement cette plateforme et quel est son intérêt, et surtout avec ces quasiment 4 ans de recul, est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous cherchiez avec ce genre de plateforme, ou est-ce que c'est quelque chose encore, alors j'imagine que c'est encore quelque chose, une sorte de work in progress, j'imagine que ça évolue un petit peu au jour le jour, mais est-ce que déjà vous avez des résultats si tu veux, de manière très 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 concrète, MyRugby aujourd'hui c'est quoi? C'est 360 000 membres, donc des personnes qui sont créées un compte, pas juste des fans. 40% de taux d'engagement mensuel. C'est l'ensemble des départements représentés, puisque à l'inscription tu dois dire de quel département tu viens. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce que c'est du coup pas juste un programme parisien. Moi quand j'ai mis en place MyRugby, je voulais tout sauf ça, tout sauf juste aller cibler la région parisienne, proposer des expériences sur la région parisienne. Non. Donc là, on a tous les départements qui sont représentés, tous les clubs favoris qui ont été mentionnés au moins une fois. Donc l'ensemble de nos clubs peut aujourd'hui solliciter cette base-là. Ouais. Et pourquoi on a créé MyRugby? Alors d'un point de vue, avant tout, on l'a créé pour le fan. On l'a créé pour le fan parce que on a la chance de pouvoir proposer un certain nombre d'expériences. On a la chance de pouvoir proposer un certain nombre d'assets à tous les gens qui aiment le rugby,
Mais jusqu'à présent, on le faisait de manière assez désorganisée. Et on s'est dit, capitalisons quand même sur tout ça, créons une plateforme, un hub, ce que tu veux, et puis allons proposer des avantages exclusifs, allons proposer des expériences, allons proposer des jeux, des dotations, etc., du contenu exclusif aussi. Et puis avec un objectif maintenant plus business de nous aider à capter la donnée, à développer la base et la connaissance client. D'accord. Et ensuite de la monétiser. Donc pour l'instant, on est largement dans nos objectifs, puisque bien sûr quand tu lances quelque chose au début, tu as tes objectifs, tu as ta vision à long terme, mais finalement c'est le quotidien qui te dit que si oui ou non tu avais vu juste. Et puis on a développé maintenant, je pense, avec toute humilité, un savoir-faire sur les techniques d'acquisition qui nous permettent de maintenir nos coûts très 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 bas. Et surtout, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je te parlais de 40% de taux d'engagement, c'est ça, c'est que les gens ne viennent pas simplement faire du transactionnel et participer une fois pour regagner quelque chose, mais ils viennent régulièrement parce qu'ils savent que régulièrement il y a des nouvelles offres, parce qu'on leur propose des services personnalisés, on leur propose du contenu exclusif, avec notamment le replay de tous les matchs. Et la deuxième étape qui va se jouer du coup avec ce nouveau site internet, c'est qu'on va rapatrier MyRuby, qui était une plateforme qui vivait à part, à l'intérieur de l'écosystème des sites du top 14 de la Pro D2, ce qui fait que tu auras une expérience complète tout en un. Et je pense que ça va encore bien plus faciliter la rétention, etc. Donc à la base, c'était plutôt un hub d'acquisition. Tu parlais de fidélisation, d'acquisition. Maintenant qu'on transforme en fidélisation. Ok. Et puis deuxième étape maintenant, ça va être voilà l'intégration complète dans l'écosystème de la LNR. Ok, très bien, parfait, super intéressant. Et j'ai vu d'ailleurs une des activations que vous permettez. Enfin, j'en ai vu plusieurs, mais celle qui m'a un petit peu marqué, c'était ma place de rêve, où vous avez permis à des fans d'être très proches du terrain, carrément sur le banc de touche, enfin littéralement même, et d'avoir un petit peu cette vue à l'intérieur, un petit peu du stade, ce qui se passe en amont, etc. Je trouve que c'est des expériences qui sont aujourd'hui assez rares et qui sont souvent réservées à des VIP, ou voire qui n'existaient même pas avant, parce que là on a carrément un canapé sur le banc de touche, quoi. Mais voilà, je trouve que c'est des expériences qui sont super intéressantes, et je comprends pourquoi il y a autant de monde qui puisse se recentrer sur ce hub là. Et très honnêtement, si tu voyais la joie des gagnants en amont, quand ils découvrent la pelouse du Stade de France, ça doit être fou. Quand ils voient les joueurs s'entraîner, quand ils voient le coach à 2 mètres d'eux en train de recadrer ses joueurs et puis les regarder, leur faire un petit clin d'œil, c'est incroyable. Ça doit être fou, c'est incroyable. Et autant au Stade de France, autant on l'a fait l'an dernier à Nice, où alors ils étaient pas sur un canapé, mais ils étaient sur les petits bancs de touche à côté des joueurs. En soi, tu vois moins bien que si c'était en tribune. Mais il y a quelque chose que tu peux pas expliquer, et ça se voit dans les yeux des gagnants. C'est incroyable. Et puis ça reste un petit milieu, le rugby, c'est-à-dire que tu vas aller dans les vestiaires, tu vas croiser un ancien international comme Christian Califano qui va tout de suite se prêter au jeu des photos, qui va avoir le bon petit mot avec les gagnants. Ensuite, à la fin du match, on va aller dans les salons, on va croiser les joueurs qui montent dans les salons de manière très naturelle, qui vont discuter avec les partenaires, mais pas que avec les gagnants. Et ils repartent avec le sourire jusqu'aux oreilles, à me réécrire 3-4 mois après en me disant c'était génial, etc. Donc c'est cool. Voilà, c'est vrai que ce sont des expériences qu'on aime proposer parce qu'on a la capacité de le faire. Et qui apporte une telle joie. Et moi, je suis convaincu que c'est alors on peut pas le faire pour tout le monde, bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais quand tu as la chance de goûter une fois, je te promets que ça vaut le coup. Je te crois. je veux bien te croire. Ça a l'air quand même sympa comme programme. Tu sais qu'ils ont accès au salon, mais ils y vont jamais au final. Enfin. Ah oui, ils restent 100% ils préfèrent être sur la pelouse. Mais c'est ça qui est top. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste des gens qui viennent pour être en VIP, comme on dit. Ils veulent vivre quelque chose qu'ils ne pourraient pas vivre. Ouais, c'est ça, c'est une expérience inoubliable, c'est du jamais vu, et quand on le fait, mais ça doit être assez prenant de voir le petit message qui dit vous avez été sélectionné. Je pense qu'on n'y croit pas tout de suite. Quand tu les appelles, ils y croient rarement. Ils y croient rarement. D'ailleurs, t'es même surpris des réactions parce que tu t'attends à ce qu'ils explosent de joie, mais en fait, c'est beaucoup de retenue en fait. Un canular. Et puis c'est souvent après coup que tu as un mail où tu comprends que. Ok. Et là, ça doit. Ils doivent péter un câble. C'est trop sympa en tout cas. Maintenant, je voudrais parler un petit peu d'innovation à la LNR parce qu'on parle beaucoup de
beaucoup de NFT, de Bitcoin, de Web3 pour être plus général. Et pour le côté NFT et sport, on parle beaucoup de Sorare, donc les cartes au niveau du football. Mais de votre côté, vous avez été quand même la première ligue à mettre en place, enfin à vous lancer dans les NFT justement. Alors pas avec Sorare, avec un autre projet qui s'appelle Oval et Legendary Plays. C'est ça. Et donc pourquoi, déjà c'est un pari qui est assez osé, qui était osé à l'époque, parce que bon, les NFT, voilà, on sait il y a quand même du bien et du moins bien, en tout cas en termes d'image. C'était un pari qui était assez osé. Pourquoi vous avez pris cette décision? Est-ce que aujourd'hui, bon, elle est totalement assumée, ça se ressent, mais est-ce qu'elle est gagnante pour l'instant? Est-ce que c'est encore trop tôt pour avoir un retour? Alors, si tu veux, l'historique de tout ça, c'est quand Sorare a commencé à exploser en 2020, 2021. Nous, bien évidemment, on a été sollicités par un certain nombre d'acteurs qui voulaient se positionner sur le même marché. Donc, nous, c'était pas forcément dans notre roadmap produit, projet, etc. On regardait ça, on écoutait, mais on n'était pas vraiment structuré pour pouvoir répondre à ça. On a eu la chance, c'est qu'on a eu un changement de présidence. Alors, c'est pas le fait qu'il y ait un changement de présidence, mais le nouveau président, René Bousquetel, a mis en place dès ses premiers mois une commission de développement économique et innovation. C'est un mot un peu barbare pour en fait expliquer, pour mettre en place un certain nombre d'actions pour développer les nouveaux publics, aller toucher des nouveaux publics, développer des nouveaux revenus. Et donc du coup, le projet NFT cochait un petit peu toutes ces cases-là. Donc, ce qu'on a fait, après, on s'est structuré, on s'est fait accompagner d'une agence, on a beaucoup discuté avec les différentes familles du rugby, puisque l'idée c'était de pas de lancer une consultation et puis s'apercevoir ensuite qu'on avait soit pas les droits, soit pas le feu vert de l'ensemble des parties prenantes. Donc, on a eu un gros travail, je dirais, de vulgarisation du sujet, parce que NFT, blockchain, voilà, quand tu en parles en comité de direction, dans les présidents, c'est pas simple, quoi, tu vois, au début. Donc, mais on s'est dit, voilà, c'est un produit innovant. L'ALNR, par essence, par nature, par définition, elle est innovante, parce que ça a été dans la sonorisation des arbitres, dans les caméras, dans l'expérience des phases finales, etc. Donc, on s'est dit, voilà, c'est un produit innovant, c'est un produit qui va permettre d'aller chercher un certain nombre de personnes, puisque tu as 3 cibles entre les collectionneurs, entre les investisseurs, entre les fans. Et à partir du moment où on s'est tous mis d'accord sur la façon d'y aller, c'est allé assez vite, puisqu'on a lancé un appel d'offres, je crois, en février ou mars, et le 1er septembre, on signait avec 2 acteurs. Donc, okay. Oval 3 pour la partie carte, un peu à la Sorare, comme tu disais, avec un jeu fantasy associé. Ouais. Et Legendary Plays plutôt sur la partie vidéo, sur tout le patrimoine vidéo de la ligue, et avec des jeux associés également. Donc les deux ont été lancés récemment, il y a de ça 1 ou 2 mois. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a en effet peut-être un peu tôt de dire si ça fonctionne ou pas. En tout cas, sur le lancement, pour l'instant, on est très satisfait des chiffres, mais c'est un lancement. Ouais. C'est-à-dire que c'est peut-être une surprise, un effet de surprise, il faut voir si ça va durer. Moi, j'en suis convaincu, parce que le produit et les acteurs qu'on a choisis ils ont une vision vraiment long terme, une vision internationale, puisque c'était aussi une volonté, nous, de faire rayonner nos championnats à l'étranger par les NFT, parce que par définition, voilà, il n'y a pas de frontières, et un de nos opérateurs a déjà signé avec la Ligue de rugby américaine. D'accord. Ce qui fait que nos cartes sont déjà achetées par des fans américains qui, indirectement, va commencer à regarder les statistiques, les matchs, etc. Ça va ramener du public. Après, à nous, au club, d'aller les capter, les fidéliser, mais on est dans les objectifs. Et puis, idem sur la partie vidéo, là, je peux pas encore l'annoncer, mais ils viennent de signer avec un acteur étranger. Donc, voilà, ça va donner une caisse de résonance assez énorme aux 2 plateformes. Et l'idée, voilà, c'est que toutes les familles du rugby, tous les autres ligues de rugby puissent rejoindre ces plateformes et qu'on puisse proposer un produit assez important. On sera jamais le football, on n'a pas vocation de le football et tout. Mais je pense que au niveau du rugby, on peut créer une expérience de jeu assez sympa. Voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je reste convaincu du projet et du pas vers le Web3. Il y a eu bien évidemment beaucoup de bad buzz autour, et ça peut s'entendre. Et c'est peut-être aussi un mal pour un bien, parce que ça permet d'écrémer un certain nombre d'acteurs et justement de conforter les plus gros. Ouais.
En tout cas, aujourd'hui, moi, les voyants sont au vert. On se reparlera peut-être dans un an et les voyants seront moins verts ou encore plus verts. Mais voilà, en tout cas, on regrette pas. Et c'était pas la dimension financière. Elle est importante parce que après le Covid, il fallait trouver aussi des nouvelles sources de revenus pour les clubs. Mais c'était pas que ça. C'est-à-dire qu'on a fait l'appel d'offres, on a choisi les 2 acteurs. Le volet financier faisait partie d'une grille de notation, mais n'était pas la plus importante. D'accord, ok, bah, c'est intéressant. Donc l'avenir nous dira un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Parfait. Et donc tout à l'heure, tu parlais de refonte de votre écosystème web et d'un nouveau plan stratégique en juillet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors j'imagine que tu peux pas tout nous raconter parce qu'on va pas spoiler ce projet, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les grands objectifs de cette refonte ou de cette nouvelle stratégie en tout cas? Ouais, alors je vais me concentrer sur le digital parce que ce plan stratégique, si tu veux, il y a des grands axes autour du jeu, autour de la culture rugby, et il y a un grand axe autour du développement de la connaissance client. Donc on est en plein dedans. Ça va être une continuité de l'ancien plan stratégique, mais voilà, il y a une volonté forte demain de développer cette base client, que ce soit pour nous, que ce soit avec les clubs, etc., pour aider à remplir, pour aider à développer le merch, pour aider à proposer de nouveaux produits. Donc c'est l'idée aujourd'hui du lancement de ce nouveau site, nous donner les moyens de mieux monétiser nos audiences, puisque dans le digital, et moi ça fait partie de mes missions, si tu veux. Je sais pas si je l'ai dit au début, mais j'ai une première verticale sur le développement de la connaissance, la base client. Une deuxième verticale sur l'expérience client et comment fidéliser ces nouvelles générations qui sont aujourd'hui sursollicitées et qui au moins de points de friction vont ailleurs. Donc le point il est important, donc, que ce soit parce que ta page est trop lente à charger, parce que t'es pas adapté mobile, parce que il faut te loguer 4 fois pour arriver à un service. Donc c'est Et puis le troisième point qui est la monétisation, parce que aujourd'hui, et c'est le propre de direction digitale, il faut pas être vu comme un centre de coûts. Et on doit être en capacité de faire des revenus directs. Alors nous, pour le coup, on les a bien identifiés, les revenus directs à travers la billetterie sur la sollicitation de nos propres bases, des revenus directs à travers le merchandising, des revenus directs justement à travers par exemple les NFT. Et puis des revenus stratégiques ou indirects, que ce soit justement pour aller séduire des diffuseurs, parce que on a une base qui est suffisamment importante pour les aider demain s'ils ont des offres payantes à pousser cette offre-là, parce que ça nous permet de rester aussi indépendants vis-à-vis d'autres plateformes tierces comme les réseaux sociaux qui sont importants, mais finalement on est un petit peu à la merci de leurs algorithmes, à la merci de leur stratégie. Et puis une troisième valeur, la valeur pour les clubs. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour les clubs. Donc la base qu'on construit, on cherche des mécanismes pour la mettre à disposition des clubs, dans le respect bien sûr du RGPD, et parce qu'on leur permet de faire des économies, parce qu'avec une base maintenant de plus de 600 000 personnes, alors on a 360 sur MyRugby, mais en tout on a 600 000 personnes, ça nous permet de conduire par exemple des propres études de marché sans passer par des organismes, et ça fait des économies au final pour l'ensemble des clubs. Donc développement de la valeur comme ça. Et je me rappelle plus ta question de départ. C'était juste un petit peu les axes de cette nouvelle stratégie et du. C'est exactement ça. C'est le développement de la base de la connaissance et des revenus digitaux. Très bien, très clair. On a hâte de voir ça. Hein. Ça arrive là d'ici cet été. Alors pour le plan stratégique, la refonte. Oui, il va être annoncé officiellement, je pense en début juillet. Ok, parfait. Pour passer de bonnes vacances, quoi. Ok, super. Petit sujet maintenant sur la gamification. Je sais que c'est un sujet qui vous tient aussi à cœur et que vous essayez de mettre en avant. Alors, je pense que ça fait partie de cette stratégie d'acquisition, si on peut dire, d'un public qui est plus jeune, qui est un petit peu, cette génération Z, je pense. Je sais que quand tu étais chez Equidia avant, c'était un gros sujet aussi déjà à ce moment-là. Aujourd'hui, à la Ligue, comment vous avez intégré la gamification à votre stratégie ? La gamification, c'est vrai que c'est un vaste sujet parce que c'est plein de mécanismes de jeu différents. Moi, chez Equidia, comme tu en parlais, j'avais beaucoup utilisé la gamification dans le but de requalifier les contacts. On mettait des badges en place et suivant l'activité sur le site, tu pouvais décrocher des badges et ça nous permettait
de remplir des objectifs de business assez variés comme la fréquentation du site, la rétention, mais aussi la complétion du profil, etc. À la Ligue de rugby, on utilise beaucoup la gamification, notamment à travers MyRugby, en tant que jeu pour développer la connaissance, on fait appel à plein de mécaniques, des quiz, des instants gagnants, etc. Et puis là, maintenant, on va aussi l'utiliser du coup avec ce nouveau site pour donner des missions à nos utilisateurs, puisque finalement, on s'adresse à une audience qui est très sportive, qui aime la compétition. Donc, on n'a même pas besoin de leur faire gagner des choses. Le simple fait de décrocher un badge et d'avoir tous ces badges en poche, c'est des challenges qu'ils adorent. Et de toute façon, le jeu, vous êtes bien placé pour le savoir ici, le jeu te permet d'éduquer les gens, te permet de tout faire. Ça existe depuis la nuit des temps et si tu le prends de manière très très sympa, avec une super expérience et vous savez de quoi je parle, et ben tu peux atteindre vraiment plusieurs objectifs à la fois, quoi. Ouais, et au final en fait ça correspond bien avec votre cible en fait et la population qui est justement des fans de sport et donc un petit peu en général de compétition aussi et de challenge, quoi. Très bien. Et pour ce qui est un petit peu, là on va parler plus futur, l'avenir un petit peu du rugby en règle générale, mais surtout de l'expérience fan. Quelle est pour toi ou pour la Ligue votre vision un petit peu de ce que sera la fan expérience d'ici peut-être 10 ans? Est-ce que alors sans rentrer trop dans le détail ou quoi, c'est assez personnel comme question. J'imagine que à la Ligue vous avez pas tous le même point de vue, mais est-ce que tu vois un parcours billetterie différent? Est-ce que c'est dans les stades que ça se passe? Alors moi je vais en effet te donner mon opinion personnelle, puisqu'à la Ligue, si tu veux, on va mettre en place un certain nombre d'ateliers pour travailler cette fan expérience. On avait même imaginé à un moment donné faire un label fan expérience, comme on avait pu faire un label stade, mais je pense pas qu'on ira jusque là. En tout cas, moi de mon point de vue, après c'est peut-être futuriste, mais je pense déjà que toutes les bonnes pratiques aujourd'hui, elles seront complètement intégrées par l'ensemble des acteurs, et la différenciation, elle se fera vraiment par la personnalisation. Cette capacité d'avoir pas une offre par personne, je grossis le truc, mais voilà, tu te sentes vraiment un individu à part entière dans ton expérience, dans ton parcours, etc. Et je pense que ce qu'aujourd'hui on trouve bien dans ces fameuses best practices, demain ça sera monnaie courante de partout, et tant mieux d'ailleurs, quoi. Ouais, c'est exactement ça, hein. C'est quelque chose avec les collègues de Fastory, on échange beaucoup sur ce sujet-là aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, ce fait d'avoir une offre qui est vraiment sur mesure. Alors certes, ça va être difficile de vraiment sur mesure pour chaque personne, mais au moins avoir des plus petits groupes de personnes en fonction de tes affinités, en fonction de... Tu peux en effet créer des petits segments de personnes et te retrouver de toute façon dans cette population. Bien évidemment, et puis il faut aussi le faire à l'échelle de ton entreprise. Nous à la Ligue, je veux dire, dans la cellule marketing, on n'est pas 80, donc demain de faire de la personnalisation, c'est bien, mais il faut qu'elle soit utile, et il faut qu'elle soit gérable, puisqu'il y a rien de plus décevant que t'amener ici et puis après redescendre là, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ok, on est d'accord. Et pour ce qui est de l'expérience live, donc parce que c'est aussi un sujet qui est important. Par exemple, on voit le Racing Club 92 qui font énormément de choses sur leur live, qui sont qui engagent énormément leurs fans. Est-ce que pour toi c'est ça aussi le futur de l'expérience live? C'est des expériences qui sont plus immersives, qui vont prendre un petit peu plus les fans par la main pendant les compétitions? Oui, je pense que beaucoup de choses vont jouer avec la modernisation de tous les stades. En effet, on voit ce que fait le Racing, c'est incroyable. D'ailleurs, nous on utilise leur enceinte pour l'Inextenso Super 7 où voilà, on peut se permettre énormément de choses. Enfin, tu développes vraiment le champ des possibles. Donc, je pense qu'avec la modernisation des stades, déjà, ça va aider à développer cette fan expérience. Et aussi et surtout, il faut vraiment considérer le match comme l'aboutissement, parce que on vient voir le match, mais finalement, il y a tout ce qui va se passer à côté, un petit peu avant, un petit peu après, et sur l'enceinte. Par exemple, là, moi, ce week-end, je vais aller à Lyon voir l'hommage de Jean-Michel Aulas. Ouais. Le match, il est à 21h, mais dès 17h, il se passe des choses. Ouais, okay. Et moi, je serai là à 17h. Ouais. Et de 17h à peut-être minuit, parce que bon, après, c'est particulier, mais je serai là et je fais confiance aux équipes de l'OL pour proposer un certain nombre d'expériences, un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est un petit peu aussi ce qu'on faisait au PMU. On amenait les gens sur les champs de course, mais derrière, on leur proposait plein d'autres choses et qui puissent satisfaire tout le monde dans la famille. C'est-à-dire que
Si je sais pas, monsieur aime les courses et pas madame ou l'inverse, eh ben il faut que madame elle puisse avoir une activité qui lui plaise sur place. Sinon madame elle reviendra pas avec monsieur. Donc c'est voilà, c'est tout ça que je trouve intéressant et c'est voilà comment prendre le persona, la façon dont il vient, avec qui et comment arriver à satisfaire tout le monde, ce qui est pas simple. Ouais, bah c'est ce que nous disait un invité de notre podcast, Benjamin Romegou, qui comparait ça avec un petit plateau de petits fours où tout le monde y trouve un petit peu son petit four quand on lui apporte. Et je trouvais que c'était une super bonne comparaison et ça représente bien l'expérience fan qu'on essaye de donner aujourd'hui dans n'importe quelle ligue, n'importe quel club. Mais ok, très bien. Et est-ce que là en tête tu aurais un projet avec la ligue qui là dans tes 3-4 ans avec lesquels tu as passé avec la ligue qui est pour toi le plus gros impact? C'est peut-être My Rugby, je sais pas, mais est-ce que il y a un projet où vraiment ou qui est pas encore arrivé hein, peut-être, mais pour toi est-ce que quel est le projet qui a le plus d'impact? Moi, enfin, sans trahir le secret des dieux, ce que j'aimerais beaucoup mettre en place, c'est la blockchain privée du rugby. Okay. Ça va pas parler, c'est pas très sexy. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est toutes les possibilités qu'on va pouvoir offrir demain à nos partenaires, à nos fans, en les branchant sur cette blockchain-là, et justement en pouvant leur envoyer des offres complètement anonymes du coup, parce que c'est le principe. Mais donc et en s'affranchissant du coup de la RGPD. Ouais. Et je pense que voilà, demain, pour aller attirer des partenaires et leur dire, vous avez la capacité de vous brancher à la blockchain rugby. La blockchain rugby, c'est quoi? C'est nos 600 000 contacts à la ligue de rugby, plus d'ici là, hein, je rassure, plus l'ensemble des contacts des clubs. C'est quelque chose qui peut être vraiment incroyable. Donc voilà, toujours dans l'innovation, je pense que moi je crois beaucoup demain au CRM associé au Web3 et finalement, de savoir le prénom, le nom de la personne, ça m'importe peu en fait. Ouais. C'est pas ça qui m'intéresse plus que ça. Et voilà, donc c'est le projet que j'aimerais porter en tout cas. D'accord, ok. À la ligue. Ok. Et c'est un projet dont tu as déjà évoqué ou c'est quelque chose qui pourra peut-être être mis en place, mais c'est peut-être pas la priorité, quoi. Oui, alors c'est long terme. Ouais, C'est-à-dire que, comme je te disais, hein, l'objectif de la ligue aujourd'hui, c'est d'organiser et gérer les compétitions. Ouais. Donc les premiers projets, c'est sur ces verticales-là. Mais après, oui, si je t'en parle, c'est quelque chose qu'on veut continuer. On s'est pas lancé dans le Web3 juste pour faire un coup. Il y a moins d'un an. C'est parce qu'on croit aux fonctionnalités, on croit à cet écosystème et voilà, il faut qu'il soit le plus vertueux possible maintenant. Il y a forcément du long terme derrière. Du long terme, derrière ça, bien sûr. D'accord. Sinon, on s'embêterait avec 4 ans de plan stratégique si on fait tout la première année. Ouais, après, il n'y a plus rien à faire. Il passe 3 ans à rien faire, donc faut anticiper. Bah, c'est cool. En tout cas, hâte de voir ça si ça peut se réaliser. Et donc, j'imagine que ça rentrerait parfaitement dans votre commission de l'innovation. Ça rentre parfaitement dans cette idée que votre président a voulu mettre en place de développer un maximum des projets innovants, des projets out of the box en fait au final. Donc ça correspond tout à fait. Donc hâte de voir ça et j'espère que tu pourras mettre ça en place. Tu me réinviteras et puis je t'en parle. Voilà, c'est ça, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Comme ça, on pourra parler aussi des NFT et voir un peu l'évolution. Et pour finaliser ce podcast, je voudrais te demander un petit peu si tu pourrais me donner un top 3 ou si t'as pas de top 3 comme ça, ton expérience la plus marquante en tant que fan, mais d'un point de vue positif, quelque chose, un moment où tu t'es vraiment, alors il y en a peut-être plusieurs ou il y en a peut-être qu'une ou t'en as peut-être pas en tête, mais pas facile comme question. Après quelque chose où tu t'es vraiment dit parce que tu travailles dedans, tu vois. Ça va remonter. Alors c'est peut-être pas le globalement, mais ça remonte à 2008. Ok. Ouais, ça remonte quand même. Okay. Je crois que c'était l'Euro en Autriche, Hongrie. Et alors c'est là où c'est peut-être pas pertinent, c'était que j'étais en fait invité dans des conditions privilégiées pour voir un match. Je crois que c'était Espagne-Italie. D'accord. Et en fait, toute l'expérience du départ de Paris jusqu'au retour à Paris était incroyable parce que dès l'hébergement, tu arrives, tu as un petit welcome bag avec un petit maillot très sympa. Après, tu as un programme sur mesure, tu vas dehors, t'as les comment ils appellent ça, les fan zones. Ouais. Pour le coup, il faisait super beau, les échanges avec les fans étrangers, etc. L'accessibilité au stade, le match. Enfin, j'en garde, tu vois. C'est le premier truc qui me vient en tête. Et c'est quelque chose qu'on aimerait d'ailleurs aussi beaucoup faire sur le rugby, parce que si tu dois le savoir ou pas, mais
toutes les demi-finales, les phases finales du rugby, chaque année, elles se passent dans des villes différentes. Et en fait, c'est un week-end où tu as les 2 demi-finales. Et c'est un week-end festif où les gens achètent leur place 8 mois à l'avance sans savoir qui va jouer. Et cette année, par exemple, c'est à Saint-Sébastien. Et moi, ce que je trouverais génial, c'est que quand tu arrives à Saint-Sébastien, tu vas dans un hôtel labellisé Top 14 et que tu es les fameux codants Top 14, que tu es les fameux t'es welcome back, etc. Donc, voilà, même à grande échelle. Bon, en tout cas, moi, mon expérience là dont je te parlais, c'était donc du coup, ça remonte à l'Euro 2008. Le foot. Ok, trop bien. Bah, en tout cas, la preuve que ça t'a bien marqué, parce que ça t'est venu direct et c'est quelque chose dont tu penses encore. Donc, et je pense que c'est ça qui considère, c'est ce que tu disais au début, avoir vraiment le avant, le pendant et le après, quoi, en fait, qui est complet. Et au contraire, est-ce que tu as une expérience marquante dans un mauvais sens? Est-ce qu'il y a une expérience où tu t'es vraiment dit là, faut peut-être faire quelque chose parce que là. Est-ce que sans tirer sur qui que ce soit Non, mais je dirais, en fait, de manière générale, moi, là où je pense qu'il y a des progrès à faire, il y a quelque chose à trouver, c'est quand tu vas à un événement, voir ton équipe préférée et que tu perds. Et en fait, je trouve que si tu as mis déjà du temps à aller au stade, il y avait du monde, etc. Bon, à la rigueur, t'es excité, il y a le match qui arrive. Mais si à la fin du match, t'as perdu, tu dois te taper les bouchons pour rentrer, etc. Je trouve qu'il manque ce petit quelque chose qui va te permettre de relativiser, qui va te permettre de passer à autre chose, et voilà. Moi, c'est mon gros truc quand je vais voir mon équipe et qu'elle perd et qu'après je dois me faire le trajet du retour et rien ne va en fait. Rien ne va. Donc je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à trouver, que ce soit dans des contenus, que ce soit dans je sais pas. Pour moi, il y a ce côté-là. Parce que la finalité, comme je disais, c'est d'aller voir quand même l'événement sportif. Bien sûr. Et voilà. Et quand il se finit mal, bah t'en gardes une mauvaise. C'est relou. Mais c'est une super réponse, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est pas quelque chose où on pense forcément parce que bon, quand on perd, voilà, on a les boules et on rentre chez nous et voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait énormément améliorer quand même l'expérience des fans. Mais après, à voir comment, parce que c'est un petit peu difficile parce que même si on venait proposer du contenu ou autre, est-ce que le grand fan qui est déçu Ouais, mais je te prends toujours l'exemple de par exemple, moi quand je regarde, tu as compris, je suis lyonnais, quand je regarde les matchs de Lyon au foot et qu'ils perdent, en fait, bah soit j'éteins ma télé et puis je vais rager ailleurs, ou soit en fait maintenant ce que je fais, je vais sur Twitch, il y a une personne qui ce qu'on appelle un influenceur, qui fait un peu son débrief et en fait tu te retrouves dans l'analyse, tu te retrouves dans les commentaires et ça te permet en fait tu relativises quoi un peu. Ouais, tu décompresses, tu dis c'est vrai que c'était que du foot, puis il en rigole et je trouve que c'est sympa ça. Ouais, donc peut-être un peu de contenu. C'est pour ça, il y a peut-être des trucs à trouver. Ouais, même une émission l'after ou quelque chose comme ça pendant lequel il parlerait un petit peu, il ferait un débrief mais un peu plus Ouais, et puis là c'est un débrief de fans parce que tu vois il y a l'after à la radio où c'est de manière générale. Mais là c'est des débriefs de fans, tout le monde pense comme toi, c'est très chauvin, c'est parfois très bête, mais voilà. Ouais, mais ça détend et on pense à autre chose. C'est une super réponse en tout cas. C'est beaucoup mieux que d'avoir trouvé une bonne expérience. C'est une bonne idée et ça peut peut-être donner des idées à des personnes de travailler là-dedans. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Julien pour ton temps. Merci d'être venu et au plaisir de refaire un podcast pour pouvoir un petit peu voir les évolutions et voir si tu as pu mettre en place tous les projets dont tu as envie de mettre en place à la Merci à toi et merci aux équipes de Fastory aussi du coup. Avec grand plaisir. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.